Bonjour à tout le monde et merci pour cette belle invitation à cette journée de réflexion en prévention. Je me présente, je suis Joël Tremblay, je suis psychologue et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au Québec, vous avez bien compris, et un des co-auteurs du programme Mes choix et en charge de son développement là, depuis quelques années dans des versions concernant le cannabis, les autres substances, de même que les jeux d'hasard et d'argent. Thierry, le médecin, Dr Thierry Favourcon, a travaillé en étroite collaboration avec nous dans le développement, entre autres, de la version cannabis, mais aussi des autres versions. J'espère que le son est bon, que la transmission se fait bien, parce que c'est un enregistrement, mais j'étais dans votre beau pays la semaine, il y a 10 jours. On s'est manqué de peu, un peu. Il en a fallu peu que je puisse me joindre à vous pour cette belle journée de conférence. Donc, quelques mots sur le programme Mes choix, quelques réflexions à la suite de la discussion avec Christian sur euh, sa présentation au Québec et comment on le déploie et quelles sont nos remarques aux conditions favorables à son déploiement puis à l'atteinte de la population en besoin donc de ce service. On se rappelle, hein, Mes choix, qui s'appelait Alcool Choix Plus, qu'on a transformé par le nom Mes choix, puisque maintenant, il n'y a plus seulement l'alcool, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, Mes choix, version alcool, version cannabis, version toute substance et version jeu de hasard et d'argent. Donc, ce sont des programmes, comme vous le savez très bien, qui visent à ce que les personnes puissent choisir leur objectif, qui peuvent être, ça peut être l'abstinence si elles le souhaitent pour une période déterminée, mais elles peuvent aussi choisir un usage contrôlé, évidemment, c'est ce que la plupart des gens choisissent. Et le nom le dit, hein, l'accent est dans la philosophie du programme est mis sur l'empowerment, donc la prise de pouvoir par la personne sur sa vie, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle prenne contrôle de sa consommation de substances. Dans un esprit d'accueil inconditionnel, sans jugement de notre part, en accompagnement des personnes. Et de fait, on se situe hors du spectre de la maladie. On est plutôt dans le changement des habitudes de vie, qui est une autre façon de voir que celle nécessaire lorsqu'on travaille avec les personnes qui ont des problèmes sévères. On est plus en acuité du problème, donc en traitement d'un trouble quelconque. On n'est pas dans cet univers-là pour mes choix. Mes choix, donc, s'inscrivent dans le grand champ de la prévention qu'on va appeler ici sélective, donc des gens qui auraient certaines caractéristiques à risque, ou ciblés pour des personnes qui auraient quelques problèmes en émergence qui peuvent débuter, qui commencent à apparaître dans la vie de la personne. Euh, euh, Évidemment que ça nous amène à rejoindre un plus grand nombre de personnes que les services visant les troubles d'usage de substances, du moins en théorie, c'est ce qu'on devrait faire, pour des interventions plus brèves. Donc, plus petite intervention sur un plus grand nombre de personnes, plutôt dans le décours temporel des problèmes, là. Donc, on souhaite rejoindre les gens plutôt lorsqu'un risque commence à apparaître, lorsque peut-être certaines difficultés émergent, mais elles n'entament pas encore tout le fonctionnement de la personne dans ses différentes sphères de vie. Donc, on se console tout de suite tous quand vous allez vous comparer au Québec, vous allez dire bien, c'est pas si mal hein, ce qui se fait dans le canton de Genève, même très bien. Nous, au Québec, on a de la difficulté à rejoindre les gens en première ligne qu'on appelle, bon, vous comprendrez l'expression première ligne des services non spécialisés. Donc, on voit beaucoup moins de personnes dans des services tels que Mes choix que dans les services spécialisés, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. À titre illustratif, on n'a pas de chiffre suffisamment précis, mais je pense qu'on est de l'ordre de 1 pour 11 ou 1 pour 12. Donc, pour chaque personne vue dans Mes choix, on en voit une 10, 12 dans les services spécialisés.
les nombres devraient être inversés. On devrait, pour chaque personne vue dans les services spécialisés, en voir 6, 7, 8, au moins, au moins le double dans les services dits de prévention. Ce serait une meilleure organisation des soins. Mais ainsi est la vie. C'est comme ça partout. On répond aux urgences. Hein. On répond toujours à l'être humain est fait ainsi, c'est notre psychisme, on est fait comme ça. On répond aux besoins le plus urgent, le plus criant, et c'est plus simple d'organiser les services spontanément en fonction des gens qui sont en demande d'aide, et ceux qui sont en demande d'aide, ce sont les gens qui ont des problèmes sévères. Donc, travailler en prévention, c'est toujours un effort conscient d'organisation des services. C'est pas ce qui va crier. Ce n'est pas le cri que nous allons entendre à la porte de nos services. C'est pas ceux qui ont besoin de prévention. Évidemment, eux ne crieront pas. Euh, mais en termes de planification de la santé des populations sur plusieurs années, il y a un très net et très grand avantage à travailler avec des programmes tels que Mes Choix. Mais c'est pas le naturel. Si on ne structure pas nos efforts, si on ne met pas de l'énergie, de l'argent, du temps dédié spécifiquement à cette tâche, c'est une tâche qui va spontanément s'éteindre. C'est une ressource qui va spontanément s'éteindre parce qu'elle sera vite engloutie par toutes les demandes d'aide de services spécialisés qui sont évidemment euh, très bouleversantes et très demandantes en termes d'énergie. Et c'est normal. Donc, mais il faut vraiment faire un effort conscient, choisi, structuré sur plusieurs années. Très important. Bon, alors, à la lumière de notre expérience québécoise, là, qui est pleine de limites, évidemment, là, mais à titre d'échange et de réflexion, quelles sont les conditions gagnantes pour atteindre les personnes dans des consommations peu problématiques? Bon. Tout d'abord, il faut une structure de service. Ce qu'on a observé au fur et à mesure des années, depuis déjà plus de 15 ans au Québec, il nous faut une structure de service. C'est-à-dire que une structure, là, nommons plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut des employés dédiés à cette tâche. Peu importe où ils sont. Nous, au Québec, nos services à la fois primaires et spécialisés sont tous sous la même autorité, là. Mais peu importe, ça change peut-être pas beaucoup de choses, mais l'important, c'est d'avoir des employés dédiés à cette tâche. Donc, il y a du salaire, des jours spécifiques dans une semaine. Alors, telle personne travaille à titre de, par exemple, de 2 jours semaine, uniquement sur le programme Mes Choix. Il faut donc du temps de travail dédié à cette tâche. Si on veut rejoindre la population, c'est une condition sine qua non. Si on saupoudre ce service parmi tant d'autres, puis on dit à un intervenant, une intervenante, voici, quand tu as le temps, tu vois des clients Mes Choix, ça ne fonctionne pas. Les gens ne, il y a toujours des clients plus urgents que les clients Mes Choix, évidemment, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tantôt. Donc, première chose, d'avoir des budgets alloués à des services avec des heures travaillées spécifiques pour X région, avec des ratios par région. C'est très, très important. Donc, il faut ensuite une structure de formation continue. Nos intervenants, comme, bon, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais chez nous, il y a une rotation importante. Il y a des gens qui quittent, congé de maladie, maternité, retraite, changement d'emploi. Donc, on a un service de formation continue qui, plusieurs fois par année, on offre l'accréditation. Vous le savez, ça représente 2 jours de formation pour qu'un intervenant soit ensuite accrédité pour donner le programme Mécho. Ce n'est pas une chose très complexe, c'est juste pour s'assurer que les cliniciens et cliniciennes ont une formation de base. Et entre les formations, si jamais il y a un changement de personnel, on demande aux gens qui sont expérimentés d'entraîner leurs collègues et dès que la formation se donne, le collègue qui a déjà commencé à donner le programme va suivre la formation. Notre expérience, c'est que les gens qui viennent, qui ont déjà commencé à donner le programme, formés par un ou une collègue, qui viennent ensuite à la formation, sont très, très contents, apprennent beaucoup de choses dans la formation, sont contents de venir à cette formation. Donc, c'est pas une formation inutile, au contraire. Donc, assurer une formation continue. Le troisième indicateur important ou condition peut-être, c'est nous on appelle ça des indicateurs de reddition de compte, c'est-à-dire que nos prestataires, ceux qui donnent le service, ont un nombre de personnes à voir par année. On leur donne des cibles et ils ont des comptes à rendre au bout de l'année financière, administrative, pardon, pour illustrer est-ce qu'on a vu la clientèle qui devait être vue, là? Est-ce qu'on a vu
X nombre de personnes qui devaient être vues, puis ces cibles-là augmentent un peu chaque année en fonction des attentes là, populationnelles. Il faut avoir vraiment une visée populationnelle, mais avoir des prestataires qui sont responsables d'offrir ce service. Bon, un coup que tout ça est mis en place, c'est une structure. Nous, ce que je peux rapporter, ce que j'observe, par exemple, je vois, on a fait, il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, on a interviewé tous les intervenants Mes Choix du Québec. C'était un bon nombre de personnes pour leur demander, bon, comment ça se passe dans leur région. Ça, c'était en vue de mettre à jour le programme Mes Choix, en vue d'aller vers les versions cannabis et autres. Et on a eu toutes sortes de témoignages. On a des gens qui disaient des choses comme, ben moi, j'ai pratiquement jamais de clientèle, j'ai vu 2 personnes dans l'année, tout simplement. Et d'autres nous disaient, non, non, bon an, mal an, moi, je vois une centaine de personnes. Je suis à temps plein à cette tâche et je vois une centaine de personnes. Donc, on voit, puis l'explication ne peut pas être du fait que les populations boivent moins d'alcool dans une région plutôt que l'autre. Les Québécois sont bons champions en termes de quantité d'alcool bu. Donc, les besoins sont similaires d'une région à l'autre. Donc, comment expliquer ces différences? Bien, tout d'abord par les éléments que j'ai pu aborder précédemment, là, dans les régions où les intervenants ont une charge de cas complète, là, une centaine, une seule personne voit à temps plein, à raison de 5 jours semaine, peut voir une centaine de personnes différentes dans l'année. Pour administrer le programme Mes Choix Alcool. Ça pourrait être d'autres versions de Mes Choix, mais disons, avec alcool, c'est ce qu'on observe. Bon, il y a les éléments précédemment nommés. Des éléments supplémentaires qui favorisent qu'on rejoigne la population sont évidemment la publicité. On a vu là, dans le rapport de Carrefour Addiction, le rapport dirigé par le médecin Thierry Favocun, que Carrefour Addiction a pu euh, tout d'abord avoir une campagne d'information à travers un petit questionnaire où les gens vont sur le site et répondent à quelques questions pour s'auto-évaluer quant à leur consommation. Fait qu'on voit déjà, juste par cet indicateur-là, la préoccupation de beaucoup de personnes assez spontanément, ils veulent savoir, est-ce que je consomme trop? Est-ce que ça commence à être, est-ce que je devrais m'en préoccuper? Tout comme on embarque sur une balance pour peser notre poids avec cette question-là. Est-ce que je pèse trop? Est-ce que j'ai un surplus de poids? Est-ce que je mange trop salé? Est-ce que je prends bien soin de mes artères en limitant le sel, le cholestérol? On a tous ces soucis-là par souci d'avoir une vie saine qui nous permet de profiter de la vie, puis aussi par les soucis de notre entourage qui nous aime, qui nous apprécie, qui aime qui est attaché à nous et qui nous dit, bien, Joël, tu devrais faire attention à ton sucre, à ton gras, à ta santé, tu devrais bouger un peu plus, boire moins d'alcool, etc. Ça s'inscrit dans cette perspective. Et on voit 7000 passations pour le canton de Genève, c'est quand même beaucoup, la proportion est élevée, de personnes qui se posent des questions. C'est déjà beaucoup, ça, c'est déjà fort intéressant. Donc, il y a un besoin, il y a un besoin populationnel qu'on observe bien. À chaque fois qu'on a fait une publicité de notre côté, dans les journaux, les médias, là, ça date de quelques années, là, on n'en a pas refait dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, mais on avait à chaque fois, pour un coup de publicité, facilement 150 appels de personnes qui appelaient le service. Ça fait pas 150 personnes qui viennent dans le programme, mais quand même, on remarque que les publicités sont très efficaces pour rejoindre les gens. Il faut faire une promotion de ce type de service-là parce que ces personnes-là ne se sentent pas malades, elles ne vont pas consulter. Par contre, c'est une campagne promotionnelle qui peut être très créative. Ils se posent des questions et s'il y a un service facile d'accès, elles vont y aller. Une portion d'entre eux, à tout le moins, va y aller. C'est une porte d'accès très importante qu'il faut maintenir. On réfléchit au Québec actuellement pour avoir des campagnes provinciales annuelles là, pour promouvoir, rejoindre ce segment de la population qui ne vient pas dans les services. Il y a l'autre segment de la population, toutefois, qui vient dans les services pour toutes sortes d'autres problèmes de santé ou des problèmes relationnels, violence, blessures physiques, etc. Et qui, le soignant ou la soignante qui rencontre la personne, s'aperçoit tout de suite il y a une composante substance, alcool, cannabis, autre.
la blessure au genou, la chute, l'altercation violente est imprégnée d'un contexte d'usage de substances. Et à ce moment-là, l'intervenante va être préoccupée d'aborder cet élément-là. Mais elle va être préoccupée de l'aborder, mais elle va l'aborder fort probablement seulement si elle sait qu'il y a des services pour ce genre de problème. Mais s'il n'y a pas de services pour elle ou que les services sont peu accessibles ou c'est difficile, c'est complexe, elle ne va pas aborder la problématique parce que elle ne veut pas se mettre en échec ni mettre en échec l'autre personne. Donc, vaut mieux pas l'aborder dans une réflexion simple et rapide, euh, puisqu'il n'y a rien. Au contraire, comme par exemple, l'intervenante dont je vous parlais qui voit une centaine de patients par année, tu vois, dans cette région-là, ils n'ont pas fait de publicité depuis quelques années, mais malgré tout, elle voit une centaine de personnes par année. Pourquoi? Parce que cette intervenante-là, appelons-la Linda, se promène d'une équipe à l'autre. Linda va rencontrer l'équipe en cardio, va rencontrer l'équipe en pneumo, va rencontrer l'équipe en traumato. Régulièrement, elle les connaît, ils se connaissent. Elle dirait, je vous rappelle, hein, si vous avez quelqu'un qui consomme trop, vous me le référez. Voici la méthode simple de faire. Il faut que ce soit simple. Donnez-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Il y a juste à signer ce petit formulaire. Peu importe, là. On trouve une façon simple et ce qu'on a observé, c'est que les milieux qui avaient implanté ces façons simples, pas juste simples en termes administratifs, simples au plan affectif et relationnel. Il faut toujours considérer cet élément-là comme étant primordial. Le contact personnalisé entre l'intervenant, entre les intervenants, celui et celle qui détecte versus celui vers qui je vais référer. Si on se connaît, on s'appelle, je vais appeler Linda. Linda, j'ai quelqu'un finalement. Et voilà, c'est le meilleur formulaire. Il faut ensuite remplir le formulaire, il n'y a pas de souci. Mais le contact personnel, l'être humain fonctionne très, très bien avec cela. Je cite ici un des très, très bons coups d'un de mes collègues, Michel Perrault, à l'hôpital Douglas à Montréal, qui a développé ce qu'on appelle les formations croisées avec rotation positionnelle. Bon, formation croisée, tout simplement, c'est qu'il réunit dans une même rencontre, une même salle c'est une journée de conférence, mais plutôt d'échange entre personnes de différents organismes ou institutions. Et il crée des situations de cas, des descriptions de cas cliniques et on place autour d'une table des gens de différentes institutions, puis on leur dit comment régleriez-vous cette situation, puis comment allez-vous interagir entre vous à ce sujet-là. Ça crée des contacts personnels. On voit, on parle à tel intervenant, telle intervenante, et puis dans les semaines qui vont suivre, si j'ai une référence, je peux l'appeler, je lui ai parlé, j'ai eu un contact personnel. Avec rotation positionnelle, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que parfois, on fait des journées d'échange de travail ou des semaines. Pendant une semaine, je vais aller travailler chez toi, puis pendant une semaine, tu vas venir travailler chez moi, je vais faire ton emploi, tu vas faire le mien, lorsque c'est possible, lorsque les types de professions le permettent. Ça donne la chance de connaître l'autre institution, de se connaître mutuellement. C'est simple, ça ne demande pas de changement de salaire. Les salaires sont payés par les organismes initiaux duquel ou desquels viennent les personnes. Et ça crée cette synergie entre professionnels. C'est ça qui est très, très, très important. Je regarde mes petites notes. Bon. On provient d'institutions différentes, il faut avoir des protocoles d'entraide. Bon, il faut créer des liens personnels, mais aussi des protocoles de fonctionnement. Dans une autre étude, on a documenté les meilleures structures de fonctionnement. Puis pour accueillir les adolescents toxicomanes, et un des éléments qui est ressorti, entre autres, c'est que les institutions qui fonctionnaient bien avaient des protocoles d'entente, c'est-à-dire ils ont pris le temps de discuter. Voici, si une référence vient de chez vous vers chez nous, voici comment elle va passer dans nos services. Voici le petit formulaire. Voici qui va parler à qui, dans un délai de combien de temps. Faut pas que ce soit quelque chose de trop rigide et faut pas entretenir l'entente pour entretenir l'entente. Il faut la garder vivante et c'est pour ça que les institutions qui fonctionnent bien ont un mécanisme de révision de ces ententes régulièrement
et souvent un petit comité paritaire où on discute de tout ce qui est complexe, de tout ce que les ententes ne peuvent pas prévoir. Donc, ces comités se rencontrent une fois par 2 mois, quelques heures. Bon, est-ce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est fort utile. Voilà, écoutez, je revise mes notes. Aussi, une avenue que nous explorons actuellement, c'est de travailler avec des organismes qui auraient la responsabilité de mes choix. On appelle ça au Québec des organismes communautaires. Bref, c'est des organismes en dehors de la structure de soins qui iraient dans les milieux de travail. Donc, ils seraient plus habiles que nous pour aller dans les milieux de travail, rejoindre dans une usine, une manufacture, rejoindre les employés, faire la promotion du programme Mes Choix. C'est une avenue que l'on souhaite explorer, pour laquelle on n'a pas fait beaucoup d'avancées à ce jour, mais ça nous apparaît être une avenue intéressante. Rejoindre le travailleur là où il est, dans son contexte de travail, avec des personnes significatives qui ne sont pas auxquelles les travailleurs ne réagiront pas négativement. Donc, ils ont le profil pour s'insérer et faire une offre de service, nous apparaît une avenue fort intéressante. Dans notre diversification des cahiers Mes Choix, vous avez remarqué, on a la version alcool, on a la version cannabis, cocaïne. On remarque pas la version cocaïne, la version toute substance. Je nous rappelle que la version toute substance va pour toutes les substances, incluant l'alcool et le cannabis. Donc, un intervenant, une intervenante pourrait travailler uniquement avec la version toute substance et ça pourrait convenir pour tous les patients, toutes les personnes, pardon. Toutefois, on constate que plusieurs personnes réagissent mal au fait de voir que dans ce guide, on discute de cocaïne, d'amphétamine et autres, alors que pour eux, ils viennent seulement pour une consommation d'alcool, se sentent loin de tout cet univers de consommation d'autres drogues, donc d'autres substances qu'on appelle des drogues. Donc, on conserve ces guides distincts, même si techniquement, tout pourrait se gérer avec le guide toute substance, du moins pour les substances, là, pas pour les jeux d'hasard et d'argent. Donc, on conserve le guide alcool différent du guide cannabis, différent du guide toute substance, parce qu'on a ça facilite le travail auprès de certaines personnes, de plusieurs personnes. Je tente de faire émerger encore une idée brillante de mon cerveau ou pas. C'est pas certain que ça va fonctionner. Je pense que je suis assez au bout des petites idées que je voulais explorer avec vous. Malheureusement, étant dans un enregistrement à distance, je ne peux pas prendre vos questions qui me relanceraient sur un élément ou l'autre pour lequel je n'ai pas été clair. Bref, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre journée de réflexion ou dans votre moment de réflexion et au grand plaisir de vous rencontrer en personne. Merci à Christian, merci à Thierry et à toute l'équipe pour cette belle invitation. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci Joël. Bon, voilà, c'est un moment, on vit notre époque, hein, on peut convoquer maintenant des interventions enregistrées. C'est la première fois que je fais ça, c'est vrai que c'est épatant. On va mettre un écran noir, comme ça sera bien. Non, ça ne le fait pas. Ok, est-ce qu'il y a des questions de compréhension par rapport à cette intervention? Parce que vous aurez remarqué qu'il parle... Tiens, je te donne notre micro. Ah ouais, excuse. Qui parle de gens qui sont dans les structures et qui font du Mes Choix tant de jours par semaine ou des heures par semaine, et puis aussi, mais qui ne sont pas dans les structures de soins. Et puis un peu comme c'est déjà, je crois, au HUG, hein, vous avez ça, vous encouragez les services à référer auprès de vous, hein, c'est aussi. On devrait. Je regarde Fabienne, l'infirmière qui travaille aussi dans l'unité, on travaille ensemble. Oui, quand j'ai entendu Joël parler de ça, je me suis dit qu'on devrait s'améliorer. C'est-à-dire que je pense qu'on le fait en partie, on le fait essentiellement dans notre service. Donc nous, on est l'unité des dépendances. Après, il y a le service de médecine de premier recours,
ou autrement dit le service de médecine générale. Et je pense qu'auprès de ces services-là, on le fait, mais je crois qu'on devrait le faire beaucoup plus souvent et beaucoup mieux, notamment auprès du service des urgences, où il y a plein de situations, je suis sûr, où des personnes viennent, comme Joël le disait, pour des traumas ou d'autres situations, où il y a des questions liées à la consommation d'alcool ou d'autres substances. Et puis, on a une grande institution. On devrait le faire, on le fait peut-être en partie, mais largement pas assez, je pense. Mais ça, un mea culpa qui est très bienvenu, parce que tout à l'heure, on va accueillir tout un tas de gens qui essayent de faire quelque chose, et c'est pas si simple que ça. Je pense que c'est un peu normal que ce soit pas simple. Vu que toutes les structures sont pensées autrement, quoi. Les gens vont vers quelque chose, C'est ça. et on ne vient pas vers elles, quoi. D'accord. Est-ce que vous aviez encore des questions, bien des interventions? Oui. Ouais, pour faire appel à des services au sein de HUG, est-ce qu'il faut avoir Alors ça, c'est une excellente question. On a entendu Joël nous parler de campagnes qui pouvaient faire que les gens se posent une question sur leur propre consommation, ce qu'ils ne font pas. Il le racontait très bien, forcément, spontanément, parce qu'il n'y a précisément pas eu de problème jusque-là. Et alors, si les personnes se posent des questions, soit toutes seules, parce qu'elles ont été touchées par une forme ou une autre de promotion, ou parce que des intervenants ou intervenantes dans d'autres services, et là vraiment c'est la puissance de l'offre intégrée quelque part, a pu leur dire, oui, est-ce que vous posez des questions sur votre consommation d'alcool ou pas? Et il a bien dit, Joël, l'étape d'après, c'est d'avoir quelque chose qui est facile d'accès. Et facile d'accès, il disait, c'est pas seulement, c'est vraiment très intéressant, c'est pas seulement une ligne de téléphone ou un site internet, c'est aussi de connaître les gens. Et ça c'est assez un message que j'aime vraiment beaucoup. Alors, un autre aspect aussi, c'est le prix. Est-ce que ça va coûter ou pas? Et les programmes Mes Choix au Québec, ça coûte pas. Enfin, ça coûte au gouvernement, évidemment, mais ça coûte pas aux gens. C'est-à-dire que quand ils s'adressent à un endroit Mes Choix, c'est gratuit pour eux. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, chez nous, bien sûr que vous pouvez facilement nous appeler. En plus, on se voit là. On devrait aller rencontrer aussi plus de gens, mais vous pouvez nous appeler, Fabienne, moi, et on va prendre les gens. On va prendre les gens sous des remboursements de l'assurance maladie. Comme on a un très mauvais système en Suisse de franchise à option, que tout le monde prend le plus élevé possible parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les primes et qu'après ils ne sont pas couverts. Donc ça c'est un système, c'est pas le sujet du jour, mais qu'on doit changer. Parce que ça fait une médecine à deux vitesses, c'est vrai que les gens ne sont pas couverts. Alors c'est plus difficile, il y a peu de gens qui vont vous dire « Ah c'est cool, on est en mars, j'ai terminé d'utiliser ma franchise Lamal de 300 francs. » ou 500, et là je suis remboursé à 90%, je peux aller n'importe où, et notamment chez nous. On peut faire des programmes des choix, alors sinon il faut d'autres endroits. Je me tourne vers Christian, et il va nous raconter comment, dans la campagne de promotion qui a été faite à Genève, dans le canton entre 2020 et 2020-2022, combien les gens qui ont été touchés par les campagnes et qui ont pris contact et qui voulaient faire des programmes, ils voulaient aller à un endroit où il n'y avait pas de soignants, parce que probablement ils ne se sentent pas malades, et où ils connaissaient déjà les gens, l'aspect émotionnel, et troisièmement, où ils ne devaient pas payer. Ouais. Soit chez vous. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça ne veut pas dire que c'était des gens qui manquaient de moyens. En fait, la personne que vous avez vue là dans la capsule vidéo, elle n'a pas de soucis financiers, hein, sérieusement. Elle vous le dirait elle-même, autrement je ne vous le dirais pas. Mais ça fait partie de ce bas seuil comme ça. Je crois que ça fait partie. Et voilà, ça en dit long sur le système suisse, quoi. Donc on pense pas à la gratuité, ça va compliquer les choses, je pense. Mais il y a aussi une espèce de logique quelque part, parce que si je suis malade, j'ai un problème, je veux bien payer pour résoudre mon problème, j'ai besoin d'un traitement. Si je suis pas malade, mais que quelqu'un est venu me dire
qu'est-ce que tu penses de ta consommation d'alcool? Et que j'ai eu quelque part l'intelligence ou la proactivité par rapport à ma santé, mais peut-être c'est aussi une responsabilité sociale, une responsabilité, tu sais, c'est presque un acte aussi citoyen, de dire je suis prêt de réfléchir à ma consommation, je suis prêt éventuellement à la baisser. Moi, je ne veux pas payer pour ça. Je veux bien payer pour m'acheter une bonne bouteille de vin, ça va, mais pour réduire ma consommation, non. Donc c'est un peu logique, quoi. Là, si on fait ce genre d'approche, que comme il n'y a pas un problème et une demande de la personne initialement, qu'on doit offrir ce service. Mais qui l'offre, enfin... Ok, je crois qu'ici, il y a beaucoup de convaincus dans la salle, il n'y a pas de souci.